5 heures par jour et pas une de plus. De 9 heures à 14 heures, une pause et l'espoir pour les agences humanitaires de pouvoir rentrer dans la route orientale. Mais pour l'ONG Save the Children, ce n'est pas suffisant. Une fenêtre de 5 heures par jour ne permettra jamais de répondre à toutes les urgences auxquelles sont confrontées plus de 350 000 personnes prises au piège. Cela signifie que le reste de la journée, les bombardements pourraient reprendre et empêcher les civils de se déplacer. Malgré ces difficultés, les ONG se disent prêtes à partir, avec dans leurs camions de la nourriture, des médicaments et du matériel médical. Depuis le 14 février, aucun convoi n'a pu pénétrer dans la zone. L'urgence est partout. Dans ce petit hôpital, le personnel tente malgré tout de soigner les blessés. En plus d'une aide matérielle, des couloirs humanitaires pourraient prochainement être mis en place pour permettre l'évacuation des civils. À mes côtés, pour un éclairage sur cette situation, Armel Charrier. Armel, bonjour. Dans cette guerre des mots, cette guerre diplomatique qui est là autour de la Syrie, il y en a un qui marque les esprits, c'est celui employé par le ministre russe de la Défense sur ordre de Vladimir Poutine. Ce cessez-le-feu est instauré, signe que Moscou parvient à obtenir de la Syrie ce que les Nations Unies et les autres pays n'arrivent pas à faire. En tout cas en affichage. Ce qui est sûr, c'est que le canal qui marche le mieux, effectivement, si on veut joindre Damas, ça reste du côté de Moscou. Effectivement, si on veut aller du côté de New York et des Nations Unies, on voit que ça ne marche pas du tout. Il y a encore, effectivement, une capacité d'action de la part de Vladimir Poutine. Mais en même temps, on peut se demander jusqu'où. Parce que c'est vrai que Bachar el-Assad, dans cette guerre en Syrie, a repris de l'ampleur grâce aux Russes principalement, et puis aux Iraniens et aux Turcs, mais principalement grâce aux Russes. Mais en même temps, depuis qu'il a gagné la bataille d'Alep, il considère que maintenant, il peut faire ce qu'il veut. Et sur la question de la Ghouta, c'est une question qui est fondamentale pour lui. Parce qu'il faut le comprendre, Damas est la capitale. La Ghouta, c'est juste à quelques kilomètres du centre-ville et c'est dans la banlieue de Damas. Donc, c'est absolument pas normal qu'il y ait ainsi un lieu de guerre qui soit accolé comme ça à la capitale. Donc, il n'y a pas question pour lui de lâcher la main sur cette question-là. Alors les Russes, effectivement, ont dégainé une arme qu'ils n'avaient jamais dégainée jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'ils ont voté la résolution des Nations Unies. Je vous rappelle que la position russe jusqu'à présent, ça a toujours été d'opposer un veto. Donc là, on voit qu'il y a une marge de manœuvre. Pourquoi est-ce que Vladimir Poutine l'a autorisé ? On peut se poser la question. Est-ce que ça veut dire qu'il a quand même besoin de faire à un moment donné pression sur Bachar el-Assad ? Simplement, si on regarde le texte, alors là, évidemment, on voit que les Russes ont voté quelque chose qu'ils avaient considérablement amoindri, avec les fameuses 5 heures de trêve humanitaire, là où on demandait à ce qu'il y ait 30 jours consécutifs. 5 heures, ça permet éventuellement à des civils de sortir faire de courses, d'aller rendre visite à côté ou d'aller dans un hôpital. Mais c'est strictement rien, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si c'est pas les 5 heures, ça veut dire que c'est 19 heures de combat à côté, et 19 heures de combat peut-être d'autant plus intensif qu'on va dire, bah oui, mais les civils ont pu partir. Alors la France tente de s'imposer comme un acteur important dans tout ça. Jean-Yves Le Drian est à Moscou en ce moment. Dans la matinée, il va être reçu par son homologue Sergueï Lavrov. Est-ce que la France peut être entendue dans ce dossier ? En tout cas, elle a absolument besoin et raison de garder un contact diplomatique avec la Russie. Parce que aujourd'hui, le problème de la France sur le dossier syrien, c'est qu'on n'a plus langue avec les Syriens. Puisque l'ambassade de France à Damas a été fermée, ça veut dire que le vecteur diplomatique, le canal diplomatique a été fermé. Donc si on ne peut plus parler avec la Syrie, il faut bien qu'on trouve un proxy qui nous informe sur ce qui se passe en Syrie et sur lequel on puisse éventuellement avancer. Le proxy le plus sûr, ça reste les Russes. C'est ceux qui sont au contact des Syriens et qui savent clairement ce qui se passe, puisqu'ils sont effectivement enchevêtrés avec les Syriens. Donc la visite de Jean-Yves Le Drian, elle est capitale. D'ailleurs, en plus, il va évidemment parler de la Ghouta avec Sergueï Lavrov. La Ghouta qu'il qualifie de cataclysme humanitaire. Donc les mots sont forts de la part d'un ministre. Mais on imagine bien que derrière ces questions de la Ghouta, on va aussi parler évidemment de toutes les autres questions. Et la question majeure qu'on imagine un ministre des Affaires étrangères français doit traiter, c'est aussi comment est-ce que les Russes travaillent avec leurs alliés. Quand on voit ce qui est en train de se passer à Afrin, ce que les Turcs sont en train de faire sur les Kurdes en territoire syrien qui n'est pas le leur, quand on voit comment est-ce qu'à un moment donné, la mise en place des Iraniens sur le territoire syrien inquiète les Israéliens au point qu'ils envoient des avions israéliens sur le territoire syrien pour attaquer les Iraniens,
on voit effectivement que Moscou doit savoir comment est-ce qu'il faut qu'elle tienne ses alliés. Merci beaucoup Armelle pour cet éclairage. Justement, on va partir vers les environs d'Afrine puisque ce cessez-le-feu adopté à l'ONU concerne toute la Syrie, y compris le nord du pays. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs rappelé à Recep Tayyip Erdogan lors d'un entretien téléphonique. Pourtant, ces dernières heures, Ankara a poursuivi son offensive sur l'enclave kurde d'Afrine et la Turquie a même déployé des forces spéciales pour préparer des combats au sol face aux miliciens kurdes du YPG. Le point depuis Gaziantep avec notre envoyé spécial Fatma Kizilboga. L'appel lancé par le président français Emmanuel Macron à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ne changera rien. La Turquie reste déterminée à poursuivre son opération militaire alors que l'ONU réclame un cessez-le-feu pour l'ensemble de la Syrie. La Turquie se félicite d'ailleurs des avancées sur le terrain après que l'armée turque ait annoncé avoir repris le contrôle de toute une bande le long de la frontière, venant également relier toutes les zones contrôlées par l'armée syrienne libre dans le nord de la Syrie. Ankara a également annoncé aujourd'hui l'envoi de plusieurs milliers d'hommes, des forces spéciales qui vont poursuivre le même objectif, celui de déloger le YPG de cette région d'Afrine où vivent toujours plusieurs centaines de milliers de personnes. Une bataille qui s'annonce à la fois longue et périlleuse alors que l'opération Rameau d'Olivier est déjà dans sa 6e semaine. Nouveau grand ménage au Royaume d'Arabie Saoudite. Après les purges anticorruption, le palais remplace les principaux dirigeants militaires. Le roi Salman remplace son chef d'état-major, le chef des armées de l'air, armées de terre. Aucune explication officielle pour l'instant. Ces départs interviennent alors que le royaume est impliqué militairement dans la guerre au Yémen depuis près de 3 ans. Jean Barrère. L'armée n'est plus à la parade en Arabie Saoudite. Dans la nuit, le roi Salman s'est séparé de plusieurs hauts responsables de l'armée. Parmi eux, le chef d'état-major ainsi que les chefs de l'armée de l'air et de terre. Aucune explication officielle n'a été donnée par Riyad, mais ce limogeage intervient après une bavure commise au Yémen. Un bombardement de la coalition menée par l'Arabie Saoudite aurait causé la mort de plusieurs militaires yéménites, alliés des Saoudiens contre les rebelles houthis. L'armée saoudienne mène des combats au Yémen depuis près de 3 ans, dans une guerre à distance contre l'Iran qui soutient les rebelles houthis. Une guerre qui s'enlise et a déjà fait plus de 9000 morts. Punition ou nouvelle démonstration de force du roi et de son fils, le prince héritier Mohammed Ben Salman. Quelques mois plus tôt, c'était parmi l'élite saoudienne qu'une purge était menée lors d'une vague d'arrestations anticorruption sans précédent. 200 personnes, parmi lesquelles des princes et des hommes d'affaires avaient été arrêtés, certaines détenues dans le luxueux hôtel Ritz-Carlton de Riyad. 56 suspects sont toujours en détention. Direction les États-Unis maintenant, un pays sous le choc toujours de la fusillade qui a fait 17 morts il y a 2 semaines dans un lycée de Floride à Parkland. Donald Trump affirme que s'il avait été sur place, il serait entré dans l'établissement pour agir, même sans armes, comme n'importe qui. Cette déclaration, le président des États-Unis l'a faite devant ses hommes, les gouverneurs du pays. Il les recevait pour aborder la question du contrôle des armes. Il subit de plus en plus de pression de la part du mouvement contre les armes à feu. Écoutez un extrait de son discours et notamment cet extrait en particulier sur Parkland. Vous le savez, on ne sait pas tant qu'on ne s'est pas retrouvé dans la situation, mais je pense vraiment que je serais rentré là-dedans, même sans armes. Et je pense que la plupart des gens ici auraient fait pareil, parce que je connais la plupart d'entre vous. Mais la façon dont ils se sont comportés était vraiment une honte. Depuis plusieurs heures, la Slovaquie est sous le choc après le meurtre d'un journaliste d'investigation. Le jeune homme avait dénoncé plusieurs scandales de corruption dans l'immobilier en lien avec les autorités. Jan Kuciak, 27 ans, a été tué par balle avec sa compagne. Il avait fait l'objet de plusieurs menaces de mort ces derniers mois. La police a ouvert une enquête. Elle offre 1 million d'euros de récompense. Je propose d'écouter parmi les nombreuses réactions celle d'un ancien collègue du jeune homme, furieux contre la classe politique slovaque. Les hommes politiques ont leur part de responsabilité dans le meurtre de Jan Kuciak, en propageant la haine envers les journalistes notamment. Il ne peut y avoir qu'une réponse face à cet acte, terminer son travail. 15 médailles dont 5 en or, 9e nation des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang. La France égale son précédent record et ce lundi les athlètes français sont rentrés au pays. Ils étaient attendus par des centaines de supporters à leur descente d'avion à Lyon. Parmi eux, Martin Fourcade, vainqueur de 3 des 5 médailles d'or françaises. Elliot Samuel. Il était déjà parti à Pyeongchang en immense champion. C'est en héros de ces Jeux Olympiques qu'il est accueilli à Lyon par la ministre des Sports, Laura Flessel, à sa sortie de l'avion. Martin Fourcade revient de Corée du Sud avec des bagages bien remplis.
3 nouvelles médailles d'or qui en font l'athlète français le plus titré de l'histoire des JO. Pour la délégation française, direction ensuite Grenoble, 50 ans après les Jeux de 68, où près de 4000 personnes les attendent. J'ai suivi donc toute la quinzaine des JO, donc pour moi c'était normal de venir au moins accueillir leur retour. Ils nous ont fait rêver pendant 15 jours. Bon voilà, c'est au moins la moindre des choses, c'est de venir les accueillir. Pour moi c'est la force de la France, c'est le futur, c'est aussi le passé, c'est magnifique. À Pyeongchang, les Bleus ont égalé leur record de 15 médailles aux Jeux d'hiver établi à Sochi. Pour beaucoup, c'est la satisfaction qui prédomine. J'ai gagné la course qu'il fallait que je gagne.